Seconde partie du débriefing de ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur FAI TV. Ziv, on va davantage parler de ce qui s'est passé dans les coulisses. Dans le paddock, on a évoqué ce qui s'est passé sur la piste dans notre première partie. Alors dans le paddock, il y avait un peu le feu, Ziv. On a parlé des histoires d'argent, des petites écuries, etc. C'était pas tellement le sujet, même s'il y a eu un meeting assez chaud samedi entre les représentants des équipes indépendantes et Bernie avec le patron de CVC, Donald Mackenzie. Donc il a été question d'argent, clairement. Et ils vont devoir trouver un terrain d'entente, sinon ça pourrait avoir des conséquences politiques un petit peu gênantes peut-être. En tout cas, une chose on sait à propos d'argent, c'est que les 40 millions qui reviennent à Marussia ne vont pas être redistribués parce que légalement, il semblerait qu'ils sont coincés. Ça va ou à Marussia ou à personne. Ou aux autres, ou aux 9 autres qui vont se répartir le truc. C'est ça. Et des teams comme Williams, par exemple, ou Toro Rosso, pourquoi voulez-vous qu'on fasse un cadeau à Sauber, à Force India, parce qu'ils sont Aucune à genoux? envie. Il n'y a pas de raison. Tous ces gens ont signé des contrats en connaissance de cause. Donc voilà, bref. Même si ils ont signé les accords de la Concorde avec un pistolet sur la tempe pour certains d'entre eux, c'est vrai. Mais ce sont les grands garçons, ils l'ont signé. Alors, non, les rumeurs qui nous ont interpellés, évidemment, c'est d'abord chez Ferrari, Marco Mattiacci, qui serait déjà sur le départ. Alors honnêtement, moi je suis pas très étonné, Ziv. Et je te le dis parce que j'ai des connexions chez Ferrari nord-américain qui me disaient, Mattiacci, il va pas rester, la F1, c'est pas son truc en plus. Sur le plan privé, personnel, Marco, son épouse est canadienne, il a des enfants à New York, à l'école. Voilà, on peut pas être en F1, voyager sur les Grands Prix, tenir la boutique à Maranello toute la semaine et aller à New York le week-end. Ça n'existe pas. Donc il y a un moment où, voilà. Donc est-ce qu'on ne peut pas se dire que depuis le départ, Mattiacci faisait une forme d'intérim? Oui, ou bien c'est une erreur de casting, parce que effectivement, quand tu es team principal, tu dois être là, tu dois être le premier là à 7 heures du matin pour ouvrir, pour ainsi dire, la fabrique, pour l'usine, et donc il faut. Même Ross Brown, il habitait à 2 pas de Fiorano, donc il n'y a pas de demi-mesure. Et Mattiacci, on avait l'impression, c'était quelqu'un qui ne connaissait rien à la course automobile, un type brillant. Mais c'est pas un homme du sérail, voilà. C'est pas un homme du sérail. Alors on sent qu'à l'époque, souvenez-vous, c'est au mois d'avril, où il dégage Dominicali comme ça parce que les résultats ne sont pas là et que voilà, on coupe des têtes. Mais alors visiblement c'est Marchione qui a exigé ça, c'est Montezemolo. Ils se sont mis d'accord sur parce qu'il fallait quelqu'un tout de suite. Souvenez-vous le coup de téléphone de Luca à Mattiacci un samedi matin à New York, il devait être lundi à Maranello. Voilà, on sent que ça a été un peu la rustine, un peu le voilà. En plus, dans l'histoire Alonso, apparemment, il n'a pas très bien géré ça. C'est qu'il a réussi à se mettre Alonso à dos, tout en racontant qu'Alonso n'était plus tellement motivé, et puis d'un autre côté, tout en lui demandant de rester. Donc il faut savoir sur quel pied danser. Oui, apparemment, ça fait des mois qu'il demande à Alonso, qu'il le supplie de rester, tout en disant à la presse que, dans le fond, on est très content d'avoir Vettel parce que lui, il est motivé. Il y a eu quelques règlements de compte. C'est lui qui est allé chercher Vettel, on suppose. En attendant, il y a quand même eu Montezemolo qui a sauté sur une mine antipersonnelle entre-temps. Et puis, je trouve que ce Mattiacci, finalement, il devait apprendre les ficelles de la politique en F1, il devait faire le lobbying pour la réglementation moteur, etc. Beaucoup sur un seul homme, beaucoup sur des épaules d'un type qui n'est effectivement pas issu du sérail, aussi brillant soit-il. Alors, ils vont chercher Maurizio Arrivabene, que je connais bien, qui est chez Philippe Morris depuis toujours, et qui, franchement, il a 25 ans de F1 derrière lui, et avec les liens Ferrari-Marlboro, forcément, à la Scuderia, à Maranello, il a toutes ses entrées. En plus, il est très proche de Bernie Ecclestone, il siège à la commission F1 en tant que représentant des sponsors. Donc voilà, lui, voilà quelqu'un du sérail. Est-ce qu'il a la carrure pour ce job-là? Parce que c'est quand même casse-pipe, même si on repart d'une feuille blanche avec Vettel, et quelque part, c'est pas mal
de repartir à zéro. En tout cas, chez Ferrari, moi, depuis que je suis la course automobile, c'est-à-dire toute ma vie, les révolutions de palais, on en a connu. Et c'est incroyable, parce que du temps d'Enzo, c'était le cas, parce qu'il fallait être bien avec Enzo Ferrari, et parce que les têtes roulaient les directeurs sportifs régulièrement. Maintenant, apparemment, les choses n'ont pas vraiment changé. Ce qui est positif, c'est de prendre quelqu'un qui est un vrai passionné, parce qu'on ne s'improvise pas team principal, il faut vraiment l'avoir dans les tripes, sinon ça ne marche pas. Et donc, apparemment, ce gars de Marlboro, tiens, les liens avec Marlboro, c'est intéressant, peut-être qu'il fera mieux. En tout cas, Vettel, c'est génial pour lui et pour la Formule 1 qu'il arrive chez Ferrari, parce que il a tout à gagner. Si ça marche pas, Alonso n'aura pas réussi non plus. Si ça marche, il sera le Messi. Et Kimi Raikkonen, bon, une saison très décevante. Espérons qu'on retrouve le Kimi qu'on a aimé, parce que cette année, ça n'a pas marché. Moi, je crois que la barre est très haut chez Ferrari, qu'en 2015, ils vont de toute façon déguster, parce que la réglementation moteur est ce qu'elle est. Vettel, il doit se refaire une santé morale aussi, redorer son blason, donc il n'a pas intérêt à se faire allumer par Kimi. Voilà, je demande à voir aussi sur l'autorité de Maurizio Arrivabene. Est-ce qu'il va être vraiment un patron avec un Marchione au-dessus de sa tête, avec tu parlais de révolution de palais. Bon, alors à propos de révolution de palais, un autre putsch potentiel et dont on a eu vent ce week-end, c'est chez McLaren, parce que l'annonce attendue, puisque maintenant que c'est officiel que Vettel va chez Ferrari et que Fernando s'en va, etc., qu'est-ce qu'on attend, et pourquoi on n'annonce pas Alonso chez McLaren, si ce n'est le roi d'Espagne, je crois, qui est formel. Oui, le roi d'Espagne le dit, Alonso ira chez McLaren, et on a toutes les raisons de le croire, parce que c'est le roi, effectivement. Fernando lui-même dit, si le roi le dit, c'est que c'est vrai. Il faut croire le roi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne l'annonce pas? Et ça, c'est le mystère le plus total, parce que, enfin, ils sont mal à l'aise. Chez McLaren, Ron Dennis le disait lui-même, je ne rends pas service à mes pilotes actuels, je ne rends pas service aux fans, les gens ne comprennent pas, il y a un grand secret. Ça doit être une question de gros sous, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai une explication que quelques fins limiers m'ont ramené de Yas Marina. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve qu'il y a dans la manière dont ça communique, ou dont ça communique pas d'ailleurs, quelques éléments qui se recoupent. Est-ce que Ron Dennis est vraiment aux manettes ? Est-ce qu'on sait qu'entre Alonso et Ron Dennis, il n'y a quand même pas beaucoup d'atomes crochus depuis l'expérience de 2007. Et l'impression que j'ai, c'est que il y a un timing, il y a une date butoir, on attend, on ne communique pas. Le pauvre Jenson Button, on l'a laissé poireauter là pour son dernier Grand Prix, c'est quand même pas très élégant. La date butoir, c'est 30 novembre. Au 1er décembre, en principe, il y aurait un changement d'actionnariat chez McLaren, ou en tout cas, il y a un pacte d'actionnaires prévu chez McLaren, le groupe McLaren, et où, est-ce que Ron Dennis sera encore le patron, ou est-ce qu'il y a un putsch en vue? On a vu Gerhard Berger traîner, qui est très proche des Bahreïnis, de la famille Ogier. Est-ce qu'Alonso, avec comment dirais-je, son conseiller de l'ombre, Flavio Briatore, et avec le trésor de guerre qu'il peut ramener en sponsoring, Banco Santander, Movista, etc., est-ce qu'il n'est pas sur un gros coup finalement? Est-ce qu'on ne va pas avoir une surprise après Luca Di Montezemolo qui a dégagé chez Ferrari? Est-ce que Ron Dennis va rester aux commandes chez McLaren? Ouais, c'est une très très bonne question. Bon, moi j'imagine pas Ron Dennis disparaître de chez McLaren, parce que c'est quand même la figure emblématique. D'un autre côté, on disait la même chose de Montezemolo. C'est vrai. On n'imaginait pas qu'il puisse quitter Ferrari. Mais d'un autre côté, Alonso, il aime bien être le patron dans l'écurie dans laquelle il est. Et donc, on imagine mal Ron Dennis partager le pouvoir d'un autre côté aussi. Donc, on se demande ce qu'il se trame en coulisses, et on risque d'être surpris encore. Il se passe des choses. Alors bon, la logique voudrait qu'ils annoncent effectivement. C'est un secret de polichinelle qu'Alonso a signé, mais il paraît qu'il a signé avec Honda, pas avec McLaren, et que il y a un bras de fer en cours, et qu'en tout cas cette échéance, sur le plan de l'aspect capitalistique du groupe McLaren, il faut encore faire la part des choses entre McLaren Racing, l'écurie de Formule 1, et le groupe McLaren avec McLaren Automotive, le constructeur automobile. Tout ça est très compliqué. Il y a beaucoup d'ego aussi dans cette affaire. Donc, affaire à suivre. En tout cas, ce qu'on va faire sur F1i.com et sur F1i TV.